Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont une vie aussi incroyable que celle d'un roman. D'ailleurs, des écrivains, sans les connaître, ont écrit un livre qui correspond parfaitement à leur vie. Aujourd'hui, nos invités vont être confrontés à ces auteurs de romans qui ont parlé d'eux sans le savoir. Je vous propose de découvrir aujourd'hui des histoires d'amour, des histoires de vie qui vont, je pense, vraiment vous étonner. Et on démarre tout de suite avec notre premier invité. Ariane Lefort vient d'écrire un roman sur une femme qui tombe amoureuse de son beau-fils. Ça n'est pas courant. Dans un instant, pourtant, nous allons recevoir une femme dont la vie, dans la vraie vie, ressemble à celle de ce roman. Mais tout d'abord, on accueille Ariane Lefort. Ariane Lefort, bonjour. Vous venez de publier un roman qui s'intitule Beau-fils aux éditions du Seuil. Dans votre roman, une femme tombe donc amoureuse de ce fameux beau-fils qu'elle élève. Qu'est-ce qui lui arrive en fait? Eh bien, il lui arrive que c'est une histoire assez compliquée dans la mesure où au départ elle vit avec un homme il a un fils. Et au moment où la rupture s'installe, elle se demande mais qu'est-ce qui va m'arriver moi par rapport à cet enfant que j'ai aimé, que j'ai connu, avec qui j'ai passé quand même un certain nombre d'années. Ce n'est pas mon fils, mais j'aimerais quand même bien continuer à avoir une relation avec lui. Donc elle va essayer petit à petit de retrouver le contact avec cet enfant qui a quand même 16-17 ans au moment où le roman se passe. Et voilà, elle va le retrouver dans un magasin de chaussures et elle va commencer à avoir une autre relation avec lui, c'est-à-dire qu'elle va lui proposer un petit morceau d'atelier dans sa maison, il va venir s'installer chez elle, elle va espérer avoir une vraie relation avec lui. C'est difficile parce qu'elle se rend compte que depuis que le père n'est plus là, elle n'arrive plus du tout à avoir la même relation. C'est plus la relation d'une mère pour son fils? C'est plus du tout ça. Il y a comme un garde-fou qui n'existe plus. Parce que le père n'est pas là. Parce que le père n'est pas là et surtout qu'elle s'aperçoit que le fils n'a plus du tout non plus la même relation avec elle parce qu'il ne lui doit rien quelque part. Donc il occupe cet atelier qu'elle lui prête, mais c'est tout. Alors ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Ça ne va pas se passer aussi facilement non, que voilà, je le dis. Oui, c'est plus compliqué que ça. À quel moment elle décide, puisque je suppose qu'elle est beaucoup plus vieille que lui, à quel moment elle décide de sauter le pas, de ne plus être la mère, mais de devenir l'amante? Eh bien justement, ça se passe vraiment à la fin du livre et jusqu'au bout, je ne savais pas si j'allais oser leur faire sauter le pas. C'est difficile, c'est un tabou? Moi, je ne pense pas que ce soit un tabou, mais je voulais vraiment que les personnages aillent dans la direction la plus naturelle possible pour eux. Je voulais que les choses soient vraies, je voulais que les choses soient justes. Et jusqu'à la fin, je me disais, est-ce que Lily va aller jusqu'au bout de ça? Est-ce que ça a un sens qu'elle aille au bout de cette histoire avec Mathias, parce que c'est le nom qu'il porte? Et c'est ça qui se passe à un moment donné. Elle est vraiment très embarrassée parce que elle se dit, mais attends, je suis en train de tomber amoureuse de celui-ci, mais attends, j'ai pensé qu'il était mon fils il n'y a pas tellement longtemps, donc comment gérer ça? Et alors à un moment donné aussi, bon, ce qui se passe dans le livre, c'est qu'une de ses amies va tomber amoureuse de lui, donc elle va voir cet amour qui commence, elle va assister à cet amour qui commence, elle se sent très mal à l'aise parce qu'elle se dit, si moi j'étais dans la même situation, qu'est-ce qui se passerait? Peut-être que le matin, au moment où il se lève, je lui dirais, n'oublie pas de prendre tes tartines et fais attention quand tu roules à vélo. Et elle aurait ce côté protecteur qu'elle avait. Des rôles. Totale confusion des rôles. Vous avez déjà rencontré beaucoup de femmes dans cette situation? Jamais. Qu'est-ce qui vous a donné donc envie d'écrire ce livre? Mais moi, j'ai des beaux enfants. Et vous êtes belle-mère aussi? Oui, je suis belle-mère, j'ai 3 beaux enfants et je suis mère aussi. Et forcément, à un moment donné, il y a toujours cette espèce de difficulté de savoir où on se place. Il y a une ambiguïté quand on est une belle maman? Je ne trouve pas que le mot ambiguïté soit juste, mais il y a un flou. Enfin, en ce qui me concerne, par moments, j'ai eu l'impression qu'il y avait un flou, parce que par moments, je les aime tellement que je voudrais que ce soient mes enfants. Ça, c'est arrivé. Et puis par d'autres moments, je suis tellement loin d'eux pour des raisons X, Y, que je sens bien que notre lien est très ténu, qu'il n'y a rien. Enfin, qu'il n'y a rien. C'est pas vrai qu'il n'y a rien, il y a toujours quelque chose, mais en tout cas, pas les liens du sang. Et c'est ça qui fait, selon vous, toute la différence. Après, il y a la morale, mais on va en reparler. Ouais. Vous me disiez à l'instant que vous n'aviez jamais rencontré une femme qui avait vécu une telle histoire. Eh bien, nous avons trouvé justement une femme qui a vécu et qui vit toujours une grande histoire d'amour, une incroyable presque histoire d'amour avec son beau-fils. Il s'agit de l'histoire de Bernadette et de Laurent que je vous demande d'accueillir. Je suppose que vous avez beaucoup de questions. Alors, voici Bernadette et Laurent. Bernadette, Laurent, bonjour. Bernadette, vous avez 53 ans. Oui. Vous avez un enfant. Oui. Vous êtes mariée aujourd'hui à Laurent. Oui. Qui en a 28. Oui, c'est ça. Vous avez un enfant ensemble, une petite fille.
Vous êtes technicien dans le bâtiment. Bernadette, vous avez élevé Laurent depuis son plus jeune âge. C'était la mort de votre papa. Oui. Aujourd'hui, vous êtes mariés tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que je suis devenue la nourrice de Laurent et du fait que son papa est décédé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez tombée amoureuse de lui? C'est parce qu'il m'a déclaré son amour, quoi, c'est tout. Il m'a déclaré l'amour. J'étais en train de pendre du lâche dans le jardin et il s'est ramené en me disant tu sais, je t'aime. Alors je lui ai pris sa tête, je l'ai embrassé, je lui ai dit encore heureux que tu m'aimes. Et lui m'a répondu je t'aime, mais pas de la façon que tu le comprends, je t'aime d'amour. Laurent, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Je vais dire, juste au moment où je lui ai déclaré mon amour, ça a été tout de suite. Hein. Et vous saviez que c'était elle? Je savais que c'était elle. Ariane, qu'est-ce que vous en dites? Je suis complètement... je suis assez fascinée de ça. J'ai une certaine admiration pour les gens qui savent avec tellement de certitude que les choses sont comme ça et pas autrement. Parce que j'ai envie de vous dire, comment est-ce que vous pouviez savoir que c'était elle? Comment est-ce que vous pouvez encore savoir maintenant? Je trouve cette certitude-là est fascinante. Moi, ça m'étonne très fort. Bravo, vraiment, parce que je ne connais pas, moi, ce genre de sentiment si entier comme ça. Bernadette, l'héroïne du livre d'Ariane s'appelle Lily et elle doute pendant tout le livre de cet amour qui naît entre les deux. À quel moment vous avez vu Laurent non plus comme votre fils ou comme l'enfant que vous gardiez, mais comme un homme que vous alliez désirer et qui allait devenir votre mari? C'est toutes ces déclarations qui me faisaient, que je repoussais. Donc là, après, je n'ai plus vu ça sur le même angle, quoi. Est-ce que vous avez, on disait tout à l'heure avec Ariane que c'était, quelque part, c'était une question taboue. Est-ce que ça, c'est revenu régulièrement dans vos têtes, peut-être dans vos discussions? Alors moi, ça n'a jamais été tabou. Par contre, peut-être Bernadette, oui, moi, ça n'a jamais été tabou. Je savais que c'était ma femme et ce n'était pas une autre femme. Mais il n'y a pas d'instinct maternel dans ces cas-là? Parce qu'on a reçu d'ailleurs sur le plateau de C'est mon choix bon nombre de nounous qui nous disent « les enfants que je garde, les enfants que j'élève, c'est comme mes propres enfants ». Comment peut-on tomber amoureuse d'un homme qu'on a élevé, qu'on a vu dans les couches et après? C'est assez curieux. Oui, on n'a pas forcément vu dans les couches. Quand je suis arrivé chez Bernadette, j'avais déjà une dizaine d'années quand je suis arrivé chez Bernadette. Oui, alors c'était plus des couches, mais bon, c'était là, des caleçons. Voilà. Ouais. Enfin, caleçon d'un garçon de 10 ans quand même. Vous n'avez pas réfléchi que en gros, ça se faisait pas, quoi? Non. Pourquoi oui, ça se fait pas? Je sais pas. Gêné. C'est ce qu'on dit. Voilà, je sais pas. On est là justement pour en discuter. Voilà. Ça se fait. On dit ça se fait pas, mais pourquoi? Et pourquoi les gens aujourd'hui pourraient dire ça se fait pas? Je ne pense pas que ce soit une question que ça se fasse ou que ça se fasse pas sur le plan de la morale. Moi, je pense juste que c'est une question interne de savoir où on se trouve de nouveau. Parce que, comme Madame dit, vous ne savez pas si vous êtes la maman, si vous êtes la maîtresse. C'est ça que je trouve difficile, moi, c'est d'arriver à savoir où on est et comment on s'appelle. Et là, je me dis, mais comment est-ce que vous avez pu tout à coup vous dire, ce n'est plus mon fils, je ne le materne plus? Non, mais vous savez qu'en plus, ce genre d'histoire, bon, peut, à tort ou à raison d'ailleurs, mais choquer, entre guillemets, l'opinion. Il y a l'histoire de Woody Allen qui a défrayé la chronique avec sa fille adoptive. Ce sont des histoires qu'on connaît. Est-ce que vous en avez eu conscience ou est-ce que vraiment ça vous est passé complètement au-dessus de la tête? Non, on en a eu conscience. Hein. On savait qu'on était fait l'un pour l'autre, quoi, c'est tout. Et c'était aussi simple que l'amour. Voilà, oui. Qu'est-ce qui, dans votre histoire, a été le plus difficile à vivre? Le regard des autres, Voilà. je pense. Oui. Oui. Est-ce que vous vous êtes retrouvée, vous, Bernadette, dans Lily? Certains passages, oui. Oui. Mais bon, beaucoup plus Laurent, parce que ce que vivait Lily, c'était Laurent. C'était lui qui était à la place de Lily que moi. Voilà. En somme, la partie morale, la partie morale de l'histoire, c'est Bernadette qui l'a vécue, c'est-à-dire savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Voilà, oui. Et la partie recherche que Ariane raconte, c'est moi qui l'ai vécu, c'est moi qui l'ai cherché. Hein, oui, c'est vrai que c'est Lily dans le roman qui commence à avoir un sentiment pour ce garçon. Tout à fait. Alors c'est vous ici aussi qui avez été... Mais par contre, on s'est très bien retrouvés et en plus, il y a des passages qui reflètent exactement Lesquels, par exemple? Il y en a un qui celui du vélo. J'ai eu un accident de vélo quand j'étais jeune et la première qui est venue à mon secours, c'est Bernadette. Effectivement, dans le roman, il y a un accident de vélo au début du livre où Lily se retrouve à son chevet et où elle a un moment intense avec lui qui est complètement dans les pommes. Mais alors, dans le roman d'Ariane, Le Fort, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez reculé le passage
à l'acte le plus longtemps possible, parce que vous-même, vous vous demandiez s'il fallait sauter le pas. Oui, comment, sans nous dévoiler quelques secrets que ce soit, mais comment ça s'est passé à ce moment-là? Est-ce que à ce moment-là, tous les verrous ont sauté, ou est-ce que pour vous, particulièrement, Bernadette, ça a été difficile? Non, ça a été difficile. Ça a été difficile. J'ai toujours repoussé, mais bon, après, bon, ça a été tout, ça a claqué, quoi. Et de suite après, est-ce que vous avez eu des remords? Oui, si. Oui. Oui. On a des remords parce que, bon, on se dit après, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Il est trop tard. Le lendemain, vous vous êtes dit, je vais être obligée de continuer ou Non, le lendemain, je l'évitais sur tous les points. Oui, c'est ça. Voilà, je l'évitais, j'attendais qu'il soit parti pour être dans la pièce, ou voilà, je l'évitais, quoi. Ariane, comment ça se passe dans votre livre, ce moment-là? Et ce moment-là, c'est la fin du livre. C'est un petit peu dommage de dévoiler. C'est la façon dont ça se passe, je pense, qui est plus intéressante que la fin. Mais dans ma tête, après ce moment-là, c'est la foire totale. Enfin, à mon idée, l'idée, c'est que ça devait s'arrêter là. C'est quelque chose que vous n'imaginiez pas? Le romancier ne peut pas imaginer ça? Que ça se passe bien? Je ne sais pas. Dans mon livre, en tout cas, je pense que ça n'aurait pas pu se passer bien, connaissant la Lily en question, qui justement se pose beaucoup de questions, qui est très ambivalente, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle se veut. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a un désir pour ce garçon. Mais ce qui est très différent aussi dans le roman, c'est que Lily était avant amoureuse du père. Et il se trouve que dans le garçon, elle retrouve un petit peu du père, et c'est ça qui lui plaît aussi quand elle le touche, c'est qu'elle a l'impression de continuer, de prendre sa revanche, parce qu'elle se dit, tiens, je vais pouvoir avoir là ce que je n'ai pas eu là. Et du coup, forcément, c'est trop d'éléments aussi qui vont lui compliquer l'existence le lendemain. Et à mon avis, elle le fait ce soir-là. D'ailleurs, je trouve que ce que c'est important de dire, c'est que c'est vertigineux, je trouve. Enfin, moi, je trouvais que c'était vertigineux de l'écrire. Tout à coup, cette impression de « Oh, je m'en fous, j'y vais ». Enfin, c'est vraiment ça qu'elle dit. « Je m'en fous, j'y vais », c'est trop bon. C'est vraiment l'urgence de la passion et du désir. Ariane, vous disiez que vous n'aviez jamais rencontré quelqu'un qui ait vécu ça dans la vraie vie. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer mais je ne sais pas ce que ça me fait de rencontrer quelqu'un, mais ces personnes-là me touchent. Enfin, vous êtes arrivés ici, je trouve qu'il y a une espèce de force qui émane de vous, et je trouve qu'il y a une espèce de force de naturel et de simplicité, et ça me... Voilà, c'est tout. Eh bien, nous allons poursuivre avec un autre écrivain qui vient d'écrire un roman sur une femme qui, après avoir collectionné les hommes, décide de renoncer en fait au sexe pour le sexe. Dans un instant, nous allons recevoir une femme dont la vie ressemble exactement à celle de ce roman. Mais pour l'instant, je vous propose d'accueillir Irène Frein. Irène Frein, bonjour. Vous venez de publier aux éditions Fayard Les hommes, etc. C'est déjà tout un programme dans le titre. Votre roman raconte en fait l'histoire d'une femme qui a beaucoup d'aventures, qui consomme un peu les hommes comme dans un grand supermarché et qui consomme aussi du sexe, mais du sexe sans amour. Qu'est-ce qui lui arrive à cette héroïne? D'un seul coup, elle se dit que les années passent, que sa jeunesse s'en va, qu'elle a un sentiment poignant de solitude et elle est subitement saisie d'une soif de construire quelque chose, mais c'est très confus. Elle cherche tout en même temps. Elle veut le sexe, la beauté, l'amour, tout de suite. C'est une fille d'aujourd'hui, finalement. C'est une fille totalement de notre univers de consommation. Elle veut un produit parfait. Elle veut un homme parfait. Elle veut le prince charmant aussi. Elle veut le prince charmant. Elle veut qu'il l'adore. Elle veut qu'il soit beau. Et donc, elle se met à la chasse. Et elle ne trouve pas. Et puis un jour, brusquement, elle craque. Et comme elle craque dans la rue, il y a un type qui lui dit « ça va pas ?» Et puis, il a des épaules superbes qui font splatch comme un type qui fait du surf. Il a des yeux qu'il arrive à étoiler comme ça à volonté. Enfin, c'est le séducteur qu'on a toutes rencontré un jour ou l'autre. Et là, elle tombe dans le panneau. Oui. Et à ce moment-là, ça commence à aller un peu mal pour elle. Oui, ça va assez vite, très mal, parce qu'il est mystérieux. Forcément, elle va découvrir pourquoi après. Parce qu'un homme mystérieux, généralement... Très attirant pour les femmes. Oui, c'est barbe bleue, il y a des cadavres dans le placard. Et en l'occurrence, il n'y a pas que des cadavres. Il y a des femmes assez vivantes. Et les femmes entre elles, c'est assez terrible. Judith, c'est votre héroïne. Oui. Est-ce que vous avez déjà rencontré des femmes comme elle? J'en ai croisé, oui. J'en ai croisé, et puis je crois que toute femme a éprouvé, à des tournants de sa vie, un sentiment de se dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que je me
suis pas fourvoyée à partir du moment où la vie contemporaine ne vous offre que des images publicitaires remplies de corps splendides, de gens perpétuellement heureux, toujours en train de s'embrasser, de partir dans les îles. Si vous regardez la pub, vous avez un vrai roman photo. Donc, il y a une scène drôle parce qu'elle lorgne en plus sur sa voisine d'en face qui est blonde. Hein. La je blondasse. dirais pas. Oui, La blondasse type. Alors, très et qui belle. consomme des hommes et du sexe. Hein, et ça la fait fantasmer. Oui, oui. Alors, elle est très grande, ce que les hommes appellent une fille bien gaulée. La vraie blondasse peroxydée qu'on voit un peu partout maintenant. Et alors, le petit jean hyper collant. Et puis, surtout, elle a du vernis à ongles violet, du rouge à lèvres violet. Elle donne tout dans le violet, tout assorti. Et alors, bon, il y a des types qui, pour eux, c'est consommation immédiate et elle consomme aussi. C'est un double de Judith. Et à ce moment, ça la renvoie à elle-même. Elle se dit non, mais attends, jusqu'à quand je fais ça? Et elle voit à travers cette fille qu'elle ne peut plus continuer comme ça. Et en même temps, elle est complètement romantique, Judith. Elle est romanesque, elle y croit. C'est vraiment une fille d'aujourd'hui. Oui, elle est... Qui consomme et qui est romantique. Comme tant de femmes. Comme tant de femmes. Alors Judith existe dans la vraie vie, en tout cas elle lui colle vraiment au plus près. Nous l'avons trouvée, elle s'appelle Frédérie, elle a connu beaucoup d'hommes dans sa vie et comme votre héroïne aujourd'hui, elle ne veut plus pratiquer le sexe pour le sexe. Je vous propose de l'accueillir. Voici Frédérie. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous avez 35 ans, à peu près l'âge de votre héroïne Irène. 38 à la Judith. Oui, elle a bien lu. Hein. Célibataire, secrétaire, vous êtes déjà venu dans ces choix nous parler justement de votre choix de consommer des hommes, parce que c'était vraiment ça votre truc avant. C'était je consomme des hommes. Et puis ça a changé. Et là, je suis devenue la Judith du roman, romantique. Et ça, c'était pas gagné, parce que nous qui connaissons bien Frédéric, c'était vraiment pas gagné si vous l'aviez vu avant. Avant de nous reparler de cette période 100, combien d'hommes vous avez connus, vous? Plus de 200. Ils sont des hommes mariés, en plus. Elle était venue nous dire ça une fois. Ah, vous étiez spécialiste du gibier à prendre à une autre. Je suis au jour d'aujourd'hui Judith, donc la romantique qui envoie à son cher et tendre un petit poème par jour, qui l'appelle en lui disant je t'aime mon amant sur la plage à mourir, comme quoi on peut y croire encore. Et j'ai été les deux autres personnages du livre, donc l'homme à femme, sauf que moi j'étais dans la collection. Avec des notes, si j'ai bien... Avec des notes. Moi, je n'avais pas l'appareil photo qui les prenait en photo et tout, comme dans le livre. Parce que c'est quand même un sagouin, le mec, grave. Si, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, c'est un vrai sagouin. C'est un sagouin. Et puis, j'ai été aussi la libellule, bon, pas en violet, avec... non, parce que pour expliquer pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore lu le livre d'Irène Frein, votre héroïne Judith tombe amoureuse d'un type qui s'appelle Vassili, le fameux type avec les épaules, et elle s'aperçoit un jour que finalement, ce type est un sale type qui collectionne les filles, les photos des filles, c'est ça? Oui, puis qui leur met des notes, qui tient un registre tout à fait comptable, tout ce que vous faisiez avant. Et la fameuse libellule, c'est la bonne copine qui lui pique son mec, en gros, c'est ça? La bonne copine qui trahit, quoi. Mais la bonne copine, elle est très intéressante aussi parce qu'elle arrive à la quarantaine et elle n'arrête pas de lui dire à la pauvre cruche poétique de Judith, tu sais, moi j'ai tout fait. Hein, j'ai tous rencontré, j'ai fait... Même avec du chocolat, dit-elle à un moment. Oh, c'est chaud. Et vous savez que j'aime bien le chocolat, donc je pouvais qu'en mettre dans le livre. Et donc la libellule, qui est une séductrice achevée jusqu'au bout des ongles, qui sait se maquiller comme personne. Elle se maquille, elle n'a pas l'air maquillée, elle est parfaite. Elle sait faire la cuisine en un rien de temps avec 3 fois dans le frigidaire. Enfin, la nymphe vampirisante dans toute sa splendeur, la femme qui va aspirer l'homme. Mais elle arrive à la quarantaine et elle s'est fait un autre plan. C'est qu'elle a été à la reproche de la quarantaine, elle a voulu un enfant d'un homme qui était marié d'ailleurs 3 fois et qu'on appelle le rat doré, et qui était d'ailleurs un type qui avait une grande production de cinéma. Et lui, le rat doré, lui, il a 3-4 vies parallèles. D'ailleurs, elle donne il y a plein de choses dans votre roman. Pour trouver le harem téléphonique avec la messagerie du téléphone portable qu'elle déverrouille. Une radioscopie des mœurs amoureuses aujourd'hui qui est assez fantastique. Et donc, vous avez été libellule, vous? J'ai été libellule, j'ai vampirisé, je les ai aspirés, j'en ai mangé plein. Et voilà, maintenant, c'est fini. Moi, je voudrais savoir, Frédéric,
D'ailleurs, la métamorphose pour les téléspectateurs de C'est mon choix qui vous connaissent et qui se souviendront de vous est assez flagrante. Vous avez changé de look aussi, vous avez changé de coiffure. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup vous a dit, allez, le sexe, pour le sexe, c'est fini? Eh ben, il s'est passé que j'ai eu une expérience amoureuse. J'ai découvert des sentiments, des choses qui me parlaient pas du tout à l'intérieur de moi. Et puis, bon, j'ai eu cette aventure-là avec un jeune homme, très jeune d'ailleurs. Et donc, c'était voué à l'échec direct. Et puis j'ai vécu un petit quotidien avec ce garçon. Et puis, ça m'a réappris, oui, c'est vraiment le terme. Un partage, des émotions, tout ce que je connaissais pas, puisqu'avant je les mangeais sans me préoccuper de savoir ce qu'ils allaient devenir le lendemain, quoi. Donc toute cette vie-là, enfin, ce petit quotidien que j'ai vécu avec lui, même au moment où vraiment ça s'est arrêté, alors là j'ai eu un gros mal, mais vraiment C'était la première fois que vous étiez malheureuse. C'était la première fois que je pensais plus qu'à moi. Que j'étais plus la libellule qui allait butiner les autres fleurs, enfin surtout les bourdons, on va dire comme ça. Et donc, après ce jeune homme, j'ai eu une grosse période de remise en question. Combien de temps sans sexe? Pardon? Combien de temps sans sexe? 9 mois. C'est long pour vous? Une gestation. C'est archi long parce que quand on a vécu la vie que j'ai menée, ça veut dire sortir dans tous les endroits où je pouvais ramasser un homme, parce que c'est le cas de le dire. Oui, où l'amour, le corps et tout. Et pendant 9 mois, j'ai pensé avec ma tête. Je me suis rendu compte déjà que j'en avais une. D'abord, j'ai été psychanalysée aussi parce que j'ai voulu découvrir pourquoi effectivement j'étais cette mangeuse d'hommes avec pas de sentiments. Et puis découvrir qu'une femme... Et une croqueuse de sexe aussi, ce qui est amusant pour une femme. D'ailleurs, dans votre roman, Irène, elle est très amusante, hein, Judith, quand elle parle du sexe, le fameux crocodile. C'est la bête qui monte en elle. C'est le crocodile. Oui, parce que bête qui grouille, qui appelle. On ne parle jamais de la libido féminine, du désir féminin. Comment en parler? Et donc j'ai eu cette image du crocodile qui fait crunch, crunch, crunch quand elle voit un homme. Et l'homme dans son anatomie, c'est-à-dire que par exemple, elle aime beaucoup, mais je ne sais pas si c'est votre cas, les fesses des hommes. Mais on n'en parle jamais des fesses des hommes. Si. Alors on parle toujours des fesses des femmes. Pourquoi pas parler des... Elle adore les fesses des hommes, elle adore leurs épaules, mais elle rêve évidemment de partir loin avec eux. Au soleil, en fait, elle imagine l'Hidalgo dans toute sa splendeur avec 2 neurones, quoi, pourvu qu'il soit beau et qu'il la fasse monter au plafond. Et qu'il la protège quand même, parce qu'elle veut oui, il faut qu'il soit... Et en fait, c'est elle qui finit par payer les additions. Mais c'est marrant, quand on lit le bouquin, qu'on se mette à la place des personnages ou pas, il y a tellement de je sais pas comment appeler ça, sur chaque page, il y a même des dessins, et on imagine tout à fait... Il y a une typographie très spéciale dans le livre d'Irène Frank. Et même le scrunch, moi en étant à la place de Judith... je le sentais bien là, le scrunch quand même. Hein. Je l'imaginais manger les fesses de cet homme, en fait, et ça m'a super amusée, quoi. Alors, à la fin de votre livre, et sans le dévoiler non plus, Judith comprend qu'en fait, le prince charmant, ça n'existe pas vraiment, et qu'il va falloir un peu réviser ses prétentions à la baisse. Hein. C'est le problème de beaucoup de femmes d'aujourd'hui. Oui, que l'amour, ça s'invente, ça se réinvente tous les jours, c'est une construction. C'est une construction patiente, concrète, dans le quotidien. Le partage du quotidien apprend beaucoup. Que c'est un art, finalement, et qu'il faut prendre un homme avec tous ses défauts, et qu'on peut aimer un homme pour ses défauts. Est-ce que vous, Frédéric, vous, maintenant passé cette période de gestation et d'abstinence pendant 9 mois, est-ce que vous y croyez encore au prince charmant? À quoi vous croyez aujourd'hui? Eh bien, j'y crois parce que je l'ai trouvé, mon prince charmant. Oh, mais il va falloir nous le ramener. Il n'y a pas de problème, sur une autre émission, je l'apporterai. J'ai trouvé... Vous l'avez dit, l'apporter hein, quand même. Je l'apporterai. Vous avez des restes encore. Hein. Ouais. Enfin, j'ai trouvé... je suis très émue d'en parler parce que pour moi, c'est tout nouveau. Je ne pensais pas qu'une seule personne, qu'un seul homme pouvait avoir... tous les traits de mon prince charmant, celui que je m'étais fabriqué dans ma tête. Ce que m'avait dit mon psy d'ailleurs, il m'avait dit le prince charmant n'existe pas. Avec toutes les aventures que vous avez eues, vous voulez être imaginé, fabriqué. Et en fait, je ne l'ai pas fabriqué, il existe vraiment. Il s'appelle André, je l'aime très fort. Et j'y crois, Eh bien, on saluera André, vous nous ramènerez dans un prochain C'est mon soir.
Florian Zeller a écrit, lui, un roman sur un homme qui ne peut s'empêcher de tromper sa femme, de tromper les femmes en général. Dans un instant, nous allons recevoir justement un homme qui ressemble trait pour trait à ce héros. Mais pour l'instant, je vous propose d'accueillir Florian Zeller. Florian Zeller, bonjour. Bonjour. Vous venez donc de publier un livre qui s'intitule Les amants du n'importe quoi. Oui, c'est voilà. tout dire, aux éditions Flammarion. Tristan, c'est le nom de votre héros. Il ne peut s'empêcher de tromper sa femme. Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, c'est l'éternelle histoire du séducteur, hanté par, ou pris en otage par son désir pour les femmes. Mais si vous voulez, c'est moins la quête permanente du plaisir qu'il pousse vers les femmes qu'une forme de vertige qui consiste à vouloir une chose et son contraire à la fois, une femme et toutes les autres, telle vie et toutes celles qui lui sont radicalement opposées. Enfin, c'est l'indécision à outrance, c'est l'inverse de c'est mon choix, c'est l'incapacité justement à choisir. De faire des choix. Il Donc, lui faut toutes. Il lui faut Ou en tout toutes, cas, ou plutôt, tous les possibles, hein, c'est ça? C'est ça, c'est plutôt tous les possibles. C'est-à-dire le fait de dire oui à une femme, il vit avec une femme, il lui dit oui, ça implique de dire non, non pas à toutes les autres femmes, mais à toutes les autres possibilités de vie que cela représente. Et c'est de cela dont il n'arrive pas à se défaire. Donc il vit avec une femme qu'il prétend aimer, il la fuit autant qu'il l'aime, il ne parvient pas à ne pas la tromper, et il culpabilise de cette souffrance dont il est le responsable, il tente de la quitter, un peu lâche, il ne parvient pas à la quitter, ou dès qu'il tente de le faire, il se retrouve confronté à une émotion très forte qui le prend, qui n'est pas de l'amour, qui est une forme peut-être un peu dégradée de l'amour qui s'appelle l'attendrissement, et cette incapacité donc à faire du mal à l'autre. Parce que faire souffrir, c'est un peu souffrir deux fois. Comment est-ce qu'elle le vit, cette femme? Parce qu'il y a une femme quand même dans le livre, il n'y a pas que cet homme. Oui, c'est-à-dire que le personnage, moi, qui m'intéressait au centre de ce roman, c'était elle. C'est elle qui avait ma préférence et ma tendresse, presque. C'est une sorte de résistante de l'amour qui place un absolu en toute chose, et elle est prête presque à perdre l'estime qu'elle a pour elle, pour un homme qui finalement n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'elle investit dans une histoire. Est-ce que vous diriez que le héros de votre livre est typiquement masculin? Non, pas typiquement masculin. En tout cas, il est traversé par des défis qui sont sans doute, eux, propres à la masculinité. Et puis, mais la fidélité, c'est pas finalement une maladie chronique chez l'homme? Chez l'homme, je ne sais pas ce qu'on pense dire. Chez la femme. Les femmes ont peut-être été plus élevées dans un stéréotype de l'amour unique, et les femmes sont souvent plus dans une position qui correspond à la position domestique de la tante, d'un grand polygame nomade. La femme serait plutôt sédentaire et l'homme plutôt nomade, mais notre ami a été très nomade. Mais c'est vrai que, assez généralement, les femmes, et d'ailleurs on le voit dans l'histoire de la libellule avec rat doré, ce rat doré, c'est un polygame tout à fait comme le vôtre. Il lui dit d'ailleurs à la libellule, j'aime la liberté, j'aime le danger. Je ne veux pas me priver de toutes les expériences. Et donc il est infidèle. Il est infidèle, mais de là à déduire que c'est une fatalité, je pense que c'est difficile. C'est-à-dire que sans doute est-ce un danger permanent, une tension permanente dans les histoires d'eux, et surtout aujourd'hui, puisque justement on est un petit peu dans cette culture du zapping, où on a l'impression qu'on peut changer pratiquement de femme ou d'homme, comme de chemise. Et c'est un petit peu c'est-à-dire quand on écrit un roman, on n'est pas là pour raconter sa vie, mais plutôt parler de son époque, c'est observer ce qui se passe. Et il me semble que c'est un rapport de force très contemporain, très présent, c'est-à-dire très violent, c'est-à-dire une confrontation entre un désir d'absolu, un espoir. Vous parlez tout à l'heure du prince charmant, c'est ça. Et puis de l'autre côté, ce trouble à vouloir découvrir le maximum de choses, cette peur de manquer sa vie. Parce que le temps passe aussi. Voilà. C'est peut-être ça. Alors, le héros de votre roman s'appelle Tristan. Il s'appelle Tristan, oui. Nous avons rencontré un jeune homme qui ressemble assez bien à votre Tristan à vous. Le nôtre s'appelle Sébastien. Il existe dans la vraie vie. Lui aussi ne peut s'empêcher de tromper sa femme. Je vous propose de l'accueillir. Il s'appelle Sébastien. Sébastien, bonjour. Vous avez 26 ans. Vous êtes serveur et mannequin. Vous êtes marié depuis 3 ans. Oui. Et pourtant, vous trompez votre femme. Pourquoi? Pourquoi je trompe ma femme? C'est à cause de l'accent. Oui. C'est parce que j'ai tout le temps l'envie de séduire, de conquérir une femme. Vous avez toujours envie de séduire d'autres femmes? Oui, c'est... Elle le sait? Oui, elle le sait. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle souffre beaucoup. Est-ce que, comme le héros du roman de Florian Zeller, vous culpabilisez de la faire souffrir? Oui, je me sens coupable, mais disons que mais vous pouvez pas vous empêcher. elle accepte
la vie que je fais. Donc bon, je fais un peu, je divise un peu avec ça, mais bon, c'est vrai que c'est un peu le responsable moi. Qu'est-ce qui vous pousse comme ça à aller butiner d'autres fleurs, si je puis dire? Bah, c'est le désir de me sentir aimé, parce vous que j'aime aimez les votre femme. femmes, parce que j'aime les femmes. C'est pour ça que je suis poussé à ça. Et vous ne pouvez pas renoncer? Non, c'est plus fort que moi et ça a été, depuis que j'ai 14 ans, ça a été tout le temps comme ça. Et pourquoi vous vous êtes marié alors? Bah, je pensais justement à me marier avec Susanna. Et je pensais changer, je pensais devenir fidèle. Et non? Et ça n'a pas été le cas. Disons que je me voilais la face moi-même. Je croyais en disant, bon, je vais me marier avec elle, je vais être fidèle. Et je me suis rendu compte que mon envie, mon désir de séduire les filles, c'était beaucoup plus fort qu'être fidèle avec la personne que C'est l'envie de que j'aimais. séduire? C'est l'envie de séduire. C'est cette envie qu'il est à moi tous les jours, tout le temps, à chaque moment. C'est le crocodile aussi, je ne sais pas si ça existe Ah pour là, les, ouais. pour C'est les le hommes. crocodile masculin. Ben, c'est Vassili hein, aussi. C'est Il le fait. splash du roman, quoi. C'est l'Hidalgo dans toute sa splendeur, qui aime les femmes, qui va les chercher. Mais je pense, par rapport à Sébastien, que... Attention, hein, reprenez pas le... Non, 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 il n'y a aucun risque. Je vous ai à l'œil maintenant. C'est ce Vous que savez j'ai qu'à dit, ces bons choix, c'est ce change que de j'ai dit choix à de temps en Andrea. temps et pas tout le temps. Hein. C'est ce que j'ai dit à Andrea, elle pourrait me mettre Tom Cruise, que même pas je regarde. Non, non, non. Non, non, non. Florian. Mais c'est sa femme surtout, c'est par amour, ce qu'on est capable de supporter, de vivre, de faire par amour, et c'est elle qui devrait être sur le plateau. Florian, qu'est-ce que vous dites de l'histoire de Sébastien qui, lui, s'est marié, qui aussi pensait pouvoir renoncer, puis qui finalement ne renonce pas? Bah, c'est drôle, finalement, il apparaît presque comme la victime de lui-même. Vous pensez que les hommes Mais- qui sont infidèles sont des victimes? Non, c'est pas des victimes. Ah bah non. Je pense qu'en tout cas, il y a une incapacité à se donner parce qu'il y a une difficulté à se prendre soi-même. Et ça, c'est quelque chose de sans doute de douloureux, mais comme tu le dis, davantage pour elle. Je ne sais pas si tu imagines ce qu'elle ressent, si tu essaies de te mettre. Moi, c'était un peu le projet de mon roman, c'est-à-dire de rentrer dans le parcours de cette femme, dans le parcours de cette douleur-là, pour tenter de la comprendre. Je ne sais pas si tu parviens à mesurer ce qui se passe en elle, si tu l'intègres dans tes choix. Oui, disons que je pense souvent. Et je me disais aussi en lisant le livre, je trouvais que en fait, c'était un peu ton histoire que tu ne voulais pas assumer. Ah non, pas du tout. Oui. Mais je suis un peu... Non, c'est-à-dire, si c'était mon histoire et que je ne pouvais Ouais. pas l'assumer, je ne l'aurais justement pas écrite, puisque Ouais. l'écrire, c'était justement en rendre ambigu, est-ce que c'est mon histoire ou pas? Oui. Non, non, en l'écrivant, au contraire, c'est tenter de, comme je le disais, de décrire quelque chose qui me semble présent, à disposition, des choses que quelqu'un qui écrit peut observer. Et est-ce qu'il y a un âge chez les hommes où on est justement dans ce créneau-là? Et puis est-ce que, un petit peu comme l'héroïne du livre d'Irène Frein, on mûrit, on avance avec les expériences et on Chez change, les on se hommes, dit... ça se calme avec l'arthrose. Ah bon, Il faut attendre très longtemps. est-ce qu'en gros, le démon qui hante les hommes se calme un peu avec l'âge ou pas, d'après vous? C'est-à-dire, moi, je sais rien, mais Les quelques années que j'ai de plus me permettent d'affirmer que Irène c'est Frein fait long. autorité. Non, je sais pas. En tout cas, vous parliez de démon. Sans doute s'agit-il vraiment d'une forme de démon. Enfin, je ne sais pas. Comment toi, par exemple, parce qu'on parlait d'avenir, comment tu considères ton avenir? Est-ce que finalement le problème vient de toi, c'est-à-dire ton désir permanent, ou vient de cette femme qui finalement n'est pas suffisamment présente dans ton cœur pour t'arracher à ces désirs-là? Oui, disons que bon, je croyais ça en me mariant justement avec Susanna. Je croyais que bon, Elle sera assez forte pour vous faire renoncer à vos démons. voilà, Et non. et ça n'a pas été le cas. Ça D'ailleurs, n'a j'ai pas le été le sentiment cas. en lisant votre livre que Tristan aussi n'avait peut-être pas rencontré une femme assez forte pour le tenir à carreau, en gros. Hein. Oui, bien sûr. Et puis c'est d'ailleurs l'ambiguïté de la chose, c'est que c'est cette fragilité qui l'a attiré, c'est le fait que ce soit une femme faite de verre. Et pour quelqu'un qui aime les femmes, c'était le piège absolu. Et c'est ce que j'appelle le piège un peu de l'attendrissement, avec cette formule qui consiste à dire qu'on est attendri par une femme quand on la trouve digne d'être aimée, mais qu'on ne l'aime pas. Et c'est cette tension interne entre l'évidence d'un désamour et cette incapacité à se... Il y a des choses plus simples que ça, c'est qu'il y a des hommes qui aiment bien les belles filles. Ils se fichent complètement
qu'il ne se pose pas des questions, excusez-moi, de femmes de verre, d'attendrissement, etc. Ils les veulent toutes, le grand supermarché des corps, ils y vont. Et la propre de notre société, c'est que quand on vit avec, en permanence, quasiment dans la journée, enfin, avec deux instruments qui sont la télécommande, des outils qui sont la télécommande et le téléphone portable, c'est je veux tout de suite, et si ça ne me plaît pas, je zappe. Et là, il n'est plus question de femme de verre, etc. Il est question... Je change, je prends, si elle ne veut pas, etc. Et c'est le côté grave des choses. C'est-à-dire que, à force de considérer qu'on est dans une société de consommation où les corps se consomment et qu'on zappe si ça ne plaît pas et que tout est possible, il n'y a plus en face quand même de respect, pardon monsieur, c'est peut-être pas votre cas, mais de la douleur de l'autre. Parce que je suis sûre que je sais qu'une femme qui est constamment trompée, qu'elle soit fragile ou pas, qu'elle soit forte. Et il y a beaucoup de femmes fortes qui sont trompées précisément par leur homme parce qu'elles sont fortes et qu'ils y trouvent du plaisir à les tromper parce qu'elles encaissent tout. Et bien ces femmes-là, elles souffrent quelque chose qui est quand même terrifiant. Alors, elles peuvent aussi le plaquer. Alors ça, c'est quand même une solution. Quand on en a marre d'être trompé par un mec, on peut aussi dire non. On peut aussi se casser. On parle du courage ou du manque de courage. Du courage ou du manque de courage de tromper? Non, on parle du manque de courage, peut-être de celui qui trompe. Vous parliez de lâcheté tout à l'heure, de celui qui trompe en permanence sans pouvoir se défaire de la femme qui subit finalement cette infidélité. Donc là, il y a un manque de courage, mais finalement, y a-t-il pas aussi un manque de courage chez celle qui accepte cette situation, cette incapacité à exiger? C'est difficile de dire non, de partir. Bien sûr, c'est difficile, mais c'est ça le courage, c'est avoir le courage de dire non. Sébastien, votre femme manque de courage? Vous voudriez qu'elle vous dise arrête? Du caractère, je pense que si elle aura... C'est ça que vous attendez d'elle, en fait? Je pense que s'il a plus de caractère, et peut-être il va me forcer plus... Si elle vous disait demain arrête ou je te quitte, vous feriez quoi? Il ne m'a jamais dit ça, mais je pense que... Vous aimeriez qu'elle vous le dise? Il n'y croirait pas. Je ne pense pas qu'elle est prête. Vous aimeriez qu'elle vous le dise? Non. Parce que vous voulez continuer. Écoutez, c'est votre choix. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le héros de Florian Zeller? Oui, dans plusieurs... Et ça vous a pas donné envie d'arrêter? Des petits détails, par exemple, comme on roulait vite, hyper vite avec la voiture. Ah oui, il y a un environnement de l'infidèle. L'envie de séduire, cette envie que Tristan il avait, je me retrouvais vraiment dedans. La peur de la mort aussi qu'il y a chez certains hommes, mais aussi certaines femmes. Mais enfin, ça, c'est un autre Moi, débat. si je peux me permettre de dire quelque chose, on ne parle pas de la douleur, mais en fait, quand on aime, on souffre. Et j'imagine, lui, le nombre de fois où il a... Vous avez dû faire souffrir, vous, hein? Ah oui, lamentablement. Frédéric. Lamentablement, oui. Vous avez du regret? Oui. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, parce que comme aujourd'hui, je suis dans la position de l'aimante, et effectivement, j'aurais pas envie d'être trompée, j'aurais pas... mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi aussi, c'était quand même pas mal un jeu. Avant, je réalisais pas que l'homme, en fait, était un individu. Enfin, pour moi, ça n'était qu'un individu, c'est ça que je veux dire. C'était... voilà, il n'avait pas d'âme, il avait qu'un corps. Je me servais d'eux comme d'un corps. Mais justement, mais c'est vrai. Et maintenant, j'ai tout. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que s'il la trompe en puissance autant que la souffrance qu'il doit lui infliger, ça doit être quelque chose. Et c'est vrai, c'est juste de faire le lien entre la souffrance et l'amour, puisque la capacité à aimer, elle a une seule contrepartie, c'est la capacité à souffrir. Ceux qui ne savent pas souffrir, finalement, on peut se demander s'ils savent aimer. Voilà, exactement. Et c'est une seule et même chose. Et peut-être une question aussi, quand on n'arrive pas... Enfin, quand on fait souffrir, la seule question, c'est quelle est la force de l'amour? C'est une question qui est sous-jacente à l'infidélité. Une autre forme d'amour, peut-être. Par amour, qu'est-ce que tu vas pouvoir supporter encore? Alors, Alix Giraud-Delin vient d'écrire, elle, un roman sur une femme qui travaille, qui élève ses enfants. Elle est exténuée, comme beaucoup de femmes, et un jour, elle décide d'échanger sa vie contre celle de son mari, et vice-versa. Dans quelques instants, nous allons recevoir un homme qui, justement, vit en ce moment la dure vie d'une femme qui travaille et qui a des enfants, qui les élève et qui s'en occupe. Mais pour l'instant, je vous propose d'accueillir Alix Giraud-Delin.
Marie Giraudelin, bonjour. Bonjour. Les lectrices de Elle vous connaissent bien et vous connaissent aussi à travers vos livres. Vous venez de sortir de l'autre côté du lit aux éditions Anne Carrière. Dans votre roman, c'est Ariane qui demande un jour à Hugo, enfin c'est réciproque d'ailleurs, ils se demandent tous les deux, se débrouille pour lui faire croire de que c'est prendre lui qui a la eu place l'idée. de l'autre pour essayer de souffler parce qu'en gros, elle supporte plus sa vie, hein, c'est ça? Elle a un peu l'impression d'être un hamster prisonnier dans une roue, vous savez, à tout faire en même temps, tout le temps. Je pense que plusieurs femmes ou hommes ont déjà connu ça. Donc elle passerait bien son tour, elle prendrait bien la place de son mari qui est d'accord, ça tombe bien. Et qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, il se passe qu'ils décident d'essayer de faire une expérience pendant 1 an. Chaque mois, il y a un huissier qui les aide, un coach qui va les aider à faire le plan de l'évolution de leur aventure. Et malheureusement, au bout de 6 mois, il y en a un des deux, il ne faut pas dire lequel, qui va avoir envie de récupérer sa vie. Et l'autre C'est ne va peut-être pas celui vouloir. auquel on croit. Ben, c'est ce que j'ai essayé de faire. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme que vous l'appelez pas Superwoman, hein, mais enfin, c'est quand même Superwoman. Elle bosse, elle s'occupe des enfants, il faut qu'elle s'occupe des courses, elle est crevée à la fin de la journée, elle ne sait plus donner de la tête, en gros. Mais je vais vous dire, au départ, elle travaille à mi-temps, donc en fait, c'est pas vraiment Superwoman. Et en fait, ce qu'elle a envie de devenir, c'est plutôt Superman. Elle a vraiment envie d'être dans la peau d'un homme. Elle envie le rôle des hommes? Oui, elle pense au début, comme ce que je pensais en commençant à écrire ce livre, que les hommes ont quand même la part belle dans la vie aujourd'hui, et que c'est plus facile pour eux que pour nous, qui avons ces multiples petites vies qui se mélangent. Je pense que c'est ça, un des problèmes de la vie des femmes aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'étanchéité entre le rôle de mère, le rôle d'épouse, le rôle de quand on travaille. Par exemple, si un enfant tombe dans une cour de récré, il a beau avoir un père et une mère, c'est toujours la mère, enfin en général, qu'on va appeler à son bureau. Et alors tout ça finit par taper un peu sur le système, à mon avis. Vous-même, vous avez des enfants? 3. Alors tout à l'heure, vous nous direz justement si vous pensez qu'après avoir écrit votre livre et avoir changé les rôles, en tout cas dans votre roman, vous pensez toujours qu'une femme a le moins beau rôle que l'homme. Et je voudrais vous proposer donc de rencontrer un homme qui s'appelle Corentin, qui ressemble peut-être au héros de votre livre. Il travaille à mi-temps, comme par hasard, et c'est lui qui s'occupe des enfants et de la maison. Nous allons voir ce qu'il a pensé de votre livre et comment il vit ce rôle de femme qu'il a endossé finalement. Voici donc Corentin. Corentin, vous avez 32 ans, vous êtes donc marié, vous avez 3 enfants. C'est ça. Tiens. Vous êtes chef d'entreprise à mi-temps, ce qui est assez curieux. Vous vous occupez de la maison, vous vous occupez d'élever vos enfants. Est-ce que c'est votre femme qui vous a demandé de prendre son rôle? Comment ça s'est passé? Qui est-ce qui a décidé que c'était vous qui alliez vous occuper des enfants? Plutôt moi. Alors ça fait quoi d'être un homme dans la peau d'une femme finalement? Ou l'inverse. Bah, pour l'instant, c'est plutôt ça. Ça fait mon quoi? rôle de femme me va très bien en fait. C'est vrai. Mais alors, vous savez que le principal reproche des hommes aux femmes qui justement travaillent, s'occupent des enfants, c'est oh là là, tu penses à 30 chichots la foire et de te compliquer la tâche. Est-ce que ça vous arrive encore aujourd'hui, ça? Oui, mais... Comment vous faites? Vous êtes... J'arrive pas à comprendre comment vous gérez tout ça. Comment vous faites pour gérer tout ce monde-là et vous en sortir? Le sport m'a aidé, je fais beaucoup de surf et tout ça. Donc, comment vous avez le temps, avec une entreprise et 3 enfants petits, de faire du surf? En général, les femmes qui travaillent, qui ont des enfants, font pas de sport. On n'a pas le temps de se laver les cheveux, alors. Pas le temps. Non, mais sans rire, comment vous faites pour tout faire? Surtout qu'il y a un critère, pardon Evelyne, mais il y a un critère pour savoir si vous êtes vraiment devenue une femme. Est-ce que vous êtes capable de faire la valise de vos enfants et leur sac de sport? Parce que d'après les sociologues, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Faire la valise d'un enfant, ça veut dire savoir où est l'anorak, où est la chaussette qui manque dans le lave-linge. Vous voyez, avoir une vision globale de l'univers de la maison. C'est vous qui faites les sacs quand ils partent? Ça va, ouais, je m'en débrouille bien. Alors bravo, je dis. Alors... Merci. Est-ce que quand votre femme rentre le soir, elle vous dit « Mais qu'est-ce que t'as foutu aujourd'hui ?» Non. Elle fait pas son homme quand même. Est-ce qu'elle demande à s'allonger un peu avant de passer à table parce qu'elle est fatiguée comme un mari? Ça sent le vécu là, avec ça. C'est presque ça. Parce que je fais les courses en plus. Vous faites le travail Je d'une femme, fais oui. la cuisine. Ouais. Et elle ne fait que... Elle fait le repassage et puis elle s'occupe un peu de la maintenance de la maison, quoi. Alix, est-ce que vous pensez toujours aujourd'hui, après avoir écrit votre livre, que la vie d'une femme est plus difficile que la vie d'un homme? Ben non, moi je pense que c'est pareil. Surtout qu'en plus dans mon roman, c'est difficile de vous répondre puisque la femme devient un homme et l'homme devient une femme. Donc en fait, je pense que tout se mélange un peu et qu'en fait, chacun voit ses emmerdements à sa porte et quand on change de rôle, on en retrouve d'autres, on en retrouve tout autant. Donc voilà, s'il devait y avoir une chute à ce livre, c'est essayons de plus de tolérance et plus de compréhension pour les gens avec qui on vit.
Alors, Dan Franck a écrit, lui, un roman sur un homme et une femme qui se rencontrent après avoir eu chacun 2 enfants d'un mariage précédent. Ils s'aiment, mais ils ont du mal à trouver chacun leur place parmi tous ces enfants, dont ceux qui ne sont pas les leurs. Dans un instant, nous allons donc recevoir un couple qui, lui aussi, vit au quotidien le problème qu'on peut avoir dans une famille recomposée. Mais pour l'instant, je propose d'accueillir Dan Franck. Bonjour Dan Franck, vous publiez un roman qui s'intitule Les enfants aux éditions Grasset. Dans votre roman, ça se passe plutôt mal entre le couple et les enfants. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Alors c'est toujours très difficile dans les familles recomposées de vivre avec beaucoup d'enfants qui essayent de faire la loi, qui la font plus ou moins. Qui fait la loi à la maison? Les enfants ou le couple ou les parents? Plutôt les enfants finalement. Les enfants ils sont 4, donc ça en fait un certain nombre. Les parents sont assaillis par des culpabilités diverses, c'est souvent le cas dans les familles recomposées, dans les familles qui essayent d'inventer autre chose. Donc les enfants prennent de plus en plus de place et finalement emportent des décisions qui vont parfois contre l'histoire d'amour du couple. Alors c'est très actuel comme thème, les familles recomposées. Ça c'est une Il y en a thématique d'une banalité. De plus en plus. Vous en connaissez, côtoyez? Oui, je connais que ça. Alors, dans quelques instants, vous allez peut-être nous dire quelles leçons vous tirez justement de tout cela, quelles règles il faut avoir, et si tant est qu'il faille en avoir dans une famille. Non, je ne connais pas, j'ai pas de secret. Simplement, il faut se mettre un peu en question tout le temps et peut-être essayer de trouver des places à chacun, des places qui restent harmonieuses. Mais c'est difficile, non, j'ai pas de recette magique. Eh bien, Christiane et Didier en ont peut-être des ils vont recettes me les donner. magiques. À eux deux, ils ont 7 enfants. Ils ont à peu près les mêmes problèmes que les personnages de votre livre, car faire cohabiter tout ce petit monde sous le même toit, ça ne va pas être facile tous les jours. Je propose de les accueillir, Christine et Didier. Christine, Didier, bonjour. Christine, vous avez 42 ans, vous avez 2 enfants d'un premier mariage. Vous êtes mariée à Didier depuis 10 ans. 10 ans. Didier, vous avez 49 ans, vous avez 4 enfants d'un premier mariage. Vous avez fait un enfant ensemble, vous êtes agriculteur. Le père, dans le roman, a du mal à cohabiter avec les enfants de sa femme. Est-ce que c'est un problème que vous rencontrez? Comment se passe la cohabitation avec les enfants de votre femme? Oui, c'est un problème qu'on rencontre obligatoirement parce qu'on ne s'improvise pas beau-père ou nouveau père comme ça. Déjà, être père, c'est déjà pas une science exacte. Alors, être nouveau beau-père, c'est encore plus difficile. Vous êtes plus dur avec lesquels? Je suis peut-être un peu plus laxiste que Christine avec les miens parce que j'ai tendance à leur faire plus confiance. Et moins à ceux de votre femme. Ça pose des problèmes? Ils sont jaloux, les enfants de votre femme? Oui, ils sont tous jaloux les uns par rapport aux autres. Sympa. Parce qu'un enfant. 7 enfants. Ça doit être, oui, un enfant. Bon, un jeu. Ouais. La différence avec le roman, c'est que nous, on a la chance d'avoir nos 7 enfants avec nous. Alors que dans le livre, le père n'a pas ses enfants, il les a à temps partiel, disons. Dan Franck, vous parlez tout à l'heure de l'autorité. L'autorité qu'on peut avoir sur ses enfants et qui change peut-être en cas de famille recomposée. Est-ce que vous avez toujours de l'autorité sur vos enfants, sur les enfants de votre femme, ou c'est vraiment dur, vous ramez, quoi? Il y a des moments où on rame. Je pense qu'on se fait respecter, je pense qu'on a l'autorité, parce que 7 enfants, il faut quand même en avoir un peu, sinon c'est la foire. Sinon, on ne serait peut-être pas encore ensemble aujourd'hui. Justement, Christine, il y a des moments où vous avez eu le sentiment que vos enfants, les vôtres, étaient entre vous et votre mari? Oui, parfois. Oui, bien sûr, c'est normal parce qu'on a vécu quand même 2 ans avant de rencontrer Didier. On a vécu 2 ans ensemble en osmose totale. Donc, on a une petite habitude, on se crée un monde à nous 3. Et puis, le sentiment de culpabilité dont parlait monsieur tout à l'heure était là bien fort. Parce qu'après, quand on rencontre un homme, on se dit je vais partager mon amour entre maman et une femme. Donc, comment est-ce qu'ils vont réagir? Donc, voilà, on se sent un petit peu coupable. En fait, c'est nous qui présentons nos enfants les uns aux autres, quoi. C'est pas l'inverse. Oui, mais enfin bon, nous, ils étaient d'accord, tous les 6 à l'époque, puisqu'on n'avait pas la petite fille, mais ils étaient d'accord. Vous leur avez demandé? Non, on a commencé à construire une histoire et ensuite on en a parlé à nos enfants. Enfin, c'est un peu différent pour Didier parce que lui, c'est carrément ses enfants qui ont cherché pour lui, parce qu'on s'est rencontrés par annonce. Ah ouais. Donc c'est ses enfants qui ont cherché pour lui, et moi non, c'est une histoire de jeu avec une. Qu'est-ce qui a plu aux enfants dans l'annonce?
Moi, l'annonce, c'est parce qu'au bout d'un certain moment de séparation, mes enfants ont commencé à faire des petites annonces pour moi. Vous voyez, c'est mieux comme ça. C'est sympa, 7 enfants, on a Carrément. Ça Enfin, arrive, là, il y en oui. avait 4 à l'époque. Hein. Bon, j'avais des filles. Les filles avaient entre 11 et 14 ans, oui, environ les 3 grandes, quoi. Puis le garçon un peu plus jeune. Mais ils ont commencé comme ça. Et puis c'est vrai qu'au début, j'ai fait ça un peu par jeu. Et vous savez, un homme avec 4 enfants n'a pas beaucoup de réponses. Hein. Mais au moins c'est un argument formidable. Si jamais ça se passe mal entre eux et vous pouvez leur dire c'est votre faute. Oui. La petite annonce était là, il ne fallait pas C'est un choisir. bon plan quand même. Dalfranc disait tout à l'heure que ce sont souvent les enfants dans les familles recomposées qui font la loi à la maison. Enfin, ça, en tout cas, ça arrive Non, pas chez vous. J'ai dit dans le roman, c'était ça. En tout cas, dans le roman, oui, oui. Oui, mais je crois que c'est pas une bonne règle. Pas chez vous, en tout cas. Est-ce qu'il y a quand même des moments où vous vous êtes dit, je suis sur la corde raide, ça c'est très sensible, et il pourrait y avoir un moment où vous seriez séparés à cause des enfants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé? Ça arrive dans de nombreuses familles recomposées où on se sépare à cause des enfants. Non, la séparation, non, sûrement pas. On s'est remis beaucoup en question, on se remet en question tout le temps. Quand on a des soucis avec les uns ou avec les autres, on en parle énormément. Non, de rupture, on n'en a jamais parlé du tout. Alors tout à l'heure, je demandais à Dalfranc s'il avait des recettes justement en cas de problème dans les familles recomposées. Il m'a dit oh là là, non, surtout pas, j'ai pas de recettes. Est-ce que vous avez des recettes pour les familles qui justement où ça se passe pas très bien, où les enfants tiraillent et qui seraient tentés justement de se dire bon, les enfants c'est plus fort que l'amour et on peut se séparer à cause d'eux? On a beaucoup de communication. Déjà, on en parle. On faisait ce jeu, c'est qu'on se réunissait tous autour de la table pour faire une petite réunion de famille, généralement une fois par mois, et on essayait de dire, voilà, maintenant vous dites tout ce que vous avez sur le cœur, ce qui va pas, et alors là, bon, parfois ça arrivait jusqu'aux larmes, mais on essayait d'en tirer le maximum et d'en parler et d'essayer de résoudre au fur et à mesure les soucis. Le problème des règles, c'est que, on sait très bien, je veux dire, dans les enfants, on voit très bien pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça marche, ce qu'on devrait faire. Mais entre les règles que donnent les psys, qui sont assez simples, un peu d'autorité, il faut que chacun soit à sa place, que les parents dirigent, entre ça et la vie, et la vraie vie, c'est infiniment plus compliqué. Parce que c'est des situations plus complexes. Et c'est pour ça que les règles dans ce genre de cas, pour moi, elles sont théoriques. Je ne crois pas qu'on puisse... c'est au cas par cas, il n'y a pas de loi générale, à mon avis. C'est très bien de faire comme ça des espèces de psychodrames familiaux qui permettent de résoudre, de mettre sur la table ces problèmes. Ça peut marcher chez certains, pas chez d'autres. Donc je crois qu'il faut être assez humble par rapport à... mais c'est sûr. En tout cas, aujourd'hui, la vraie vie s'est mélangée au vrai roman que vous avez écrit. Merci à tous d'être venus nous présenter vos livres et surtout les héros de vos livres et d'avoir rencontré ceux de la vraie vie qui collent au plus près. Merci à vous d'avoir été nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour et à bientôt.